Si tu veux payer moins d'impôts, mieux te rémunérer, construire un empire sans t'expatrier par peur, sans copier-coller des montages qui ne vont pas te correspondre, contrairement à ce qu'on te répète partout, la fiscalité c'est pas une histoire de pays à la mode ou de solutions universelles. On en parle aujourd'hui avec Julien Pisca, fiscaliste. On va t'ouvrir une vraie réflexion sur la fiscalité d'Empire, alignée avec ton identité, ta vision et la vie que tu veux te construire également. Parce que j'accompagne aujourd'hui des femmes qui gagnent déjà très bien leur vie, mais qui laissent encore la fiscalité décider à leur place. Si tu es prête à bâtir un empire, sache que cet épisode est fait pour toi. Je suis Margot Ilona. Bienvenue sur Empire Minded Identity. Aujourd'hui, je reçois Julien Pisca, la bise, fiscaliste, entrepreneur depuis 7 ans. Il a déjà accompagné plus de 240 entrepreneurs sur des sujets aussi sensibles que la rémunération, la structuration, la fiscalité. Bref, on va parler de tous ces sujets-là. Julien a plusieurs casquettes. Bien évidemment, dans la vie comme dans le business, il y a plein de choses qui sont intéressantes pour toi, qui vont faire peut-être partie de cette conversation ou pas, on verra. En tout cas, ici, on va parler de petites astuces de fiscalité. Si tu écoutes ce podcast ou si tu regardes cette vidéo, ne t'attends pas à avoir des how-to et des méthodes toutes faites de ta fiscalité. Ici, on va parler de fiscalité d'empire. Ça veut dire que ça va être spécifiquement par rapport à ton empire. Et donc, tu vas devoir aller plus loin. Mais là, on va te donner un peu un ordre d'idée bien plus large que les clichés qu'on entend un petit peu partout. Non, ce n'est pas toujours une holding qu'il te faut. Non, tu n'as pas besoin de partir à Dubaï pour ne pas payer, pour payer moins d'impôts. Il y a plein d'autres choses et parfois même des choses que l'on voit un peu partout qui peuvent être contre-productifs à certains niveaux de business. Donc, la vraie question, bien évidemment, ça va être comment payer moins d'impôts, comment gagner plus, avoir plus de rémunération, évidemment. Mais sache que tout ce qu'on va dire ici, c'est là pour te donner une petite brèche de la réflexion, te poser des questions sur ton business, l'introspective aussi, sur ton futur empire peut-être ou celui que tu es déjà en train de créer. Donc, on va pouvoir creuser sur cette thématique. Merci d'avoir accepté l'invitation, Julien. Je suis très contente de partager ce moment avec toi. Avec grand plaisir, écoute, on tourne ça là, on est début janvier, on est le 6 janvier, donc quoi de mieux en début d'année 2026 de commencer de parler de fiscalité et de juridique. Écoute, c'est un grand plaisir pour moi aussi d'être là. J'avoue, on change les choses. Normalement, en début janvier, on parle de bilan. C'est ça. Mais ça en fait partie aussi, ça en fait partie aussi. Premier point sur lequel j'ai vraiment envie de parler, et je sais que beaucoup de gens ont envie d'en parler, c'est qu'est-ce qui fait que Dubaï nous fait tant miroiter des choses. Quel est ton avis là-dessus personnel? Alors, c'est un sujet qui est hyper intéressant, j'en parle très souvent et souvent quand je me présente, tu vois, dans des soirées d'entrepreneurs, Dubaï, généralement, ça fait partie des mots qu'on me Grave. dit juste après. En fait, il y a deux choses. La première, c'est que Dubaï, c'est un petit peu un pays à la mode en ce moment sur la fiscalité. Mais moi, tu vois, ça fait quasiment 10 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. À un moment, ça a été Malte, après, ça a été l'Andorre, c'était le Oui, Portugal aussi. l'Andorre. Donc, c'est toujours très cyclique, ce genre de choses. Là, Dubaï, on en parle beaucoup parce que pendant très longtemps, ils communiquaient en disant on a très peu d'impôts. Il y a certaines personnes qui sont expatriées, qui avaient beaucoup de visibilité. On en parle, on pense souvent aux personnes de télé-réalité, mais dans l'entrepreneuriat, on pense aussi à certaines figures dans l'entrepreneuriat, dans la francophonie, qui partent aussi là-bas. Donc, il y a Mmh. vraiment un peu ce fantasme de Dubaï, il n'y a pas de fiscalité, et donc du coup, c'est hyper intéressant. Alors, c'est vrai qu'à Dubaï, il y a peu de fiscalité. Il y en a, c'est pas qu'il y en a pas, c'est qu'il y en a peu. Et quand on Mmh. compare avec la France, en fait, ça n'a rien à voir. Et surtout, Dubaï, il mène une politique là, depuis quelques années où, pour attirer de l'argent, de l'économie, avoir une économie dynamique, au lieu de se développer sur ce qu'ils ont en interne, comme le peuvent le faire certains pays riches comme l'Europe de l'Ouest, l'Amérique du Nord, une partie de l'Asie, ils vont plutôt Ouais. chercher à faire venir des capitaux de l'étranger, donc des capitaux financiers, de l'argent, mais aussi des personnes qui sont douées, des entreprises, des personnes qui ont fait des études, des ingénieurs, etc., etc. Donc eux, ils ont décidé plutôt de partir sur ça. Donc du coup, c'est pour ça qu'on entend beaucoup parler, mais je pense que d'ici 3-4 ans, on entendra parler d'autres Ce pays. Je vois sera que un autre l'Andorre, pays qui aura c'est ça, encore autre chose. c'est ça. L'Andorre est en train de revenir un petit peu sur le devant de la scène parce que Mmh. leur argument, c'est on a très peu de fiscalité et on reste en Europe, alors que Dubaï, ça reste quand même des villes qui sont dans un désert. Donc voilà. Moi, après, ce que j'en pense, de mon point de vue, c'est que j'ai rien de particulier contre ces pays-là, j'ai rien contre Dubaï, mais par contre, j'ai un peu du mal avec le discours de pars à Dubaï, tu auras moins d'impôts et la vie sera plus facile, plus douce, plus heureuse, etc., etc. Pour moi, quand on s'expatrie, c'est d'abord un choix de vie. On décide de partir du pays où on est pour aller dans un Mmh. autre pays. Donc, c'est un projet de vie. Et derrière, il y a des impacts sur la fiscalité qui sont soit positifs, soit négatifs. Mais juste partir pour ça, je trouve que c'est dommage. Et en plus, quand on est dans une logique de créer un empire, créer quelque chose de gros et d'impacter beaucoup de monde, ça dépend dans quel domaine on est. Mais je trouve ça encore plus puissant et plus intéressant de se dire j'ai réussi, même dans un pays où ça peut être, entre guillemets, compliqué fiscalement.
comme la France. On en parlera peut-être un petit peu plus de la fiscalité française, mais moi, je trouve que ça permet de porter un message qui est beaucoup plus important. Un petit fun fact d'actu, je ne sais pas si tu l'as vu passer, il y a l'acteur Georges Clooney. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, il est notamment connu en France pour avoir fait une pub pour le café où il dit What else. What else? Et en fait, il est parti des États-Unis pour venir s'installer en France et fiscalement, du coup, maintenant, il est rattaché en partie à la France. Il reste un petit peu rattaché aux States, mais il est surtout rattaché à la France. Donc, c'est bizarre de se dire son move fiscal, c'est de venir se rattacher à la France. Mais en fait, la vraie raison, je ne connais pas, mais de ce qu'il dit en tout cas, c'est le fait que pour lui, vivre en France, c'est plus intéressant selon ses critères à lui que vivre aux États-Unis. Et la fiscalité n'a pas été un point de frein pour le fait de venir en Ça France. touche un point tellement important sur, en fait, tout ce qui se passe dans ton business, dans ton écosystème de l'Empire, tout ce que tu vas avoir comme décision à prendre, comme chemin vers lequel tu vas vouloir aller, comme choix de vie, etc. Ça doit d'abord être pour toi avant d'être en rapport avec un prix, un gain sur ton... Parce qu'en vrai, la fiscalité, c'est, je rajoute des lignes en fait, soit c'est des C'est ça. lignes d'impôt qui sont à X, soit elles sont à Y, quoi. Mais c'est juste une ligne finalement dans ton bilan. Après, à toi de te dire, est-ce que c'est vraiment intéressant pour moi de me focaliser sur cette ligne-là d'impôt, ou est-ce que j'ai pas intérêt de me focaliser sur d'autres aspects qui sont aussi intéressants. Moi, j'aimerais beaucoup parler aussi dans la fiscalité, parce qu'il y a les deux côtés. Moi, j'aime bien dire que justement, Empire Minded et l'identité Empire Minded, c'est vraiment pas le Malambo à Dubaï, etc. C'est vraiment un empire qui te sert et qui sert plus de personnes et qui a plus d'impact parce que justement, il te sert et que du coup, c'est quelque chose de beaucoup plus sustainable, écologique pour tout le monde. Mais il y a un autre côté où beaucoup de gens te disent l'empire, c'est ou le business, c'est uniquement pour servir les autres. Et donc, bien évidemment, côté fiscal, il y a moi, je veux gagner de l'argent, mais je veux donner un maximum. Tu vois, genre faire beaucoup de dons, accompagner beaucoup d'associations. Qu'est-ce que c'est ton avis là-dessus? Qu'est-ce que toi t'en penses? Parce que c'est aussi quelque chose de défiscalisé, avoir moins d'impôts parce que tu fais tel don à telle association, etc. Alors, sur le côté défiscalisé, parce qu'on fait des dons, si on part du principe qu'on fait vraiment le don parce qu'on a vraiment envie, qu'on ne le fait pas pour le côté fiscalité, Ouais. ça montre aussi la logique de la France et des pays riches qui sont, en fait, on peut réduire son impôt si on fait quelque chose avec son argent. La logique des pays riches comme la France, c'est si tu fais de l'argent et que tu le gardes et que tu le stockes, tu vas te faire taxer de tous les côtés parce que le but, c'est que l'argent, ça circule le plus possible et derrière, ça permet de créer de la richesse, peu importe la façon sur beaucoup de points. D'ailleurs, c'est un bon point aussi. Si tu veux créer ton empire, ça sert à rien de garder ton argent parce que tu feras plus de croissance, plus d'évolution, t'impacteras plus de personnes si toi tu te fais accompagner et du coup tu es sur des expertises, soit bah, tu le réinvestis sur quelque chose qui va créer davantage de valeur. Donc finalement, cette thématique, elle est bonne à différents endroits, au-delà même que l'État en lui-même. C'est ça. Et c'est surtout qu'il y a quelque chose qu'on a un peu tendance à oublier, c'est que, surtout là en ce moment, tu vois, il y a beaucoup de gens qui crachent sur la France sur beaucoup de choses. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas, mais des chiffres que j'aime bien redonner, c'est que la France, en fonction de comment c'est calculé, c'est la 7e/8e puissance mondiale d'un point de vue économique. Et quand on prend tous les Français et qu'on les rapporte sur la population mondiale, ça représente moins de 1% de la population mondiale. Donc il y a quand même, c'est-à-dire qu'un petit groupe de pecnos qui sont moins de 1% de la population, qui sont la 7e ou 8e puissance économique. Il y a des grosses industries françaises qui prennent de plus en plus de place sur le marché international. Et sur des enjeux qui sont plus, on va dire, nouveaux, l'intelligence artificielle, la France, elle se positionne comme 3e ou 4e à l'échelle mondiale. Donc, voilà, la France, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, certes, mais sur d'autres points, il y a aussi beaucoup de choses qui vont. Et sur le côté fiscalité, la logique de la France, comme je disais il y a quelques instants, c'est si tu as de l'argent et que tu t'en sers pas, que tu le gardes pour toi, tu vas être taxé à fond. Par contre, si tu t'en sers pour réinvestir soit directement dans ton entreprise pour te développer encore plus, du coup, tu paieras pas d'impôts et tu vas t'enrichir encore plus parce que si tu t'investis, c'est pour développer ta boîte. Donc, soit tu t'enrichis, soit ton message et l'impact que tu veux porter sur le monde va se développer de plus en plus vite. Soit sinon, tu peux l'investir dans le sens premier du terme, c'est-à-dire dans l'immobilier, par exemple. Il faut pas oublier que l'immobilier, ça reste le concept de je mets à disposition un logement pour quelqu'un qui a besoin de se loger, sachant qu'en France, on a une crise du logement, mais ça peut être placer son argent aussi dans des domaines qui en ont besoin. Et très souvent, les domaines qui sont défiscalisables, défiscalisés, c'est des domaines où l'État n'intervient pas pour tout un tas de raisons, souvent parce que c'est pas rentable, mais par contre, pour les entrepreneurs, les particuliers, ça peut être intéressant. Je donne un exemple qui est un peu bateau, mais qui fait sens. Par exemple, les forêts, c'est un sujet qui est hyper important. C'est important en France d'être capable de développer nos forêts et surtout de les maintenir, de maintenir la biodiversité. Il y a des enjeux qui sont énormes derrière.
l'État intervient très peu, mais par contre, c'est des endroits où on peut placer de l'argent avec une rentabilité qui est assez intéressante. Et en plus de ça, ça permet d'être défiscalisé. Donc, il y a un double effet qui se coule. Et la logique de la France, c'est si tu investis, tu vas t'enrichir encore plus. Et vu que tu t'enrichis encore plus en créant de la valeur, dans ce cas-là, tu paieras moins d'impôts et ainsi de suite. C'est un peu un effet boule de neige. Et c'est pour ça qu'il y a des dynasties en France qui sont très très riches et qui deviennent de plus en plus riches. Tout le monde pense à LVMH avec Bernard Arnault, mais pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à vous renseigner sur la famille Muller, M-U-L-E-R. C'est ceux qui ont hérité de Auchan, de Jules, de Brice, etc. Et aujourd'hui, on considère qu'en France, il y a à peu près 10 à 15% des dépenses d'un Français qui partent dans une des entreprises de cette famille-là. Et eux, ils ont décidé de rester en France et d'investir massivement en France dans leur empire. Là, on peut vraiment parler d'un empire, parce qu'ils contrôlent plein de choses. C'est l'alimentaire, c'est du textile, c'est de la technologie, des ordinateurs, etc. C'est beaucoup, beaucoup de choses. Donc la fiscalité, c'est un outil qui permet de faire tout ça. En France, les règles du jeu sont très complexes, mais l'avantage, c'est qu'on peut faire quelque chose d'hyper personnalisé et que quand on est dans une logique de construire quelque chose de grand, c'est plutôt favorable. Là où les pays comme Dubaï, le Portugal, Malte sont dans une logique de prenez le plus d'argent possible pour vous, pour consommer à fond, parce que c'est comme ça derrière qu'ils récupèrent leur argent. C'est pour ça que je disais tout à l'heure en introduction, Dubaï, c'est pas qu'il n'y a pas de taxes, c'est qu'il y en a très peu. Il y a de la TVA et de l'impôt sur les sociétés, certes qui est très faible, mais il y a quand même de l'impôt. Il faut garder en tête que tous les pays qui au début ont dit on n'a pas d'impôt, je pense à l'Andorre et je pense à Shanghai ou Hong Kong, après ils ont décidé de mettre de l'impôt. Donc c'est qu'une question de temps finalement. Et pour moi, quand on veut construire quelque chose de gros, en fait, on joue toujours sur le long terme. Donc si tous les 3 ans, tu dois changer de pays, t'expatrier, ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. À mon avis, tu desserres ta mission quand tu fais ça. Complètement. Il y a une idée aussi de connaître les cartes avec lesquelles tu joues. C'est Et, ça. il y a un peu une notion de simplicité. Et je pense que quand tu choisis de vraiment vouloir créer quelque chose qui va croître, comme tu l'as dit, de toucher aussi parfois différents domaines, de tester des nouvelles industries à travers ton empire, je pense qu'il y a un peu cette idée de je, je, je choisis pas la facilité de base. Je suis pas là juste pour avoir un petit truc sympathique et gagner de l'argent, même si on va en parler. Je veux absolument parler avec toi de la rémunération parce que pour moi c'est crucial et créer un empire, c'est pas se tuer à la tâche et ne rien avoir personnellement. Ça en fait partie aussi de se rémunérer. Mais il y a un peu ce truc de je veux utiliser les bonnes cartes du jeu et je veux les comprendre. J'en reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Ne faites pas les choses tout seul. Quand on veut créer un empire, il faut s'entourer d'experts qui connaissent mieux que nous. Ça veut pas dire qu'on ne connaît pas. Et moi, il y a un entre-deux qu'il faut trouver, qui n'est pas je délègue complètement, je laisse la personne faire et puis mon fiscaliste, il me dira bien ce qu'il faut faire, mais qui n'est pas non plus je fais tout moi-même parce qu'en fait, tu n'es pas expert, tu connais pas exactement tout ce qui se passe, tu connais pas les actualités, tu suis pas tout parce que toi aussi, tu as ton business, tu as même un empire que tu es en train de créer étape par étape et croissance après croissance. Donc, tu peux pas tout connaître. Donc, il y a un peu un entre-deux. Moi, je suis la team de faut toujours comprendre ce que la personne en face de toi te dit, même si tu crées un empire et que tu n'as pas le temps de voir tout. Il faut toujours que tu comprennes ce qui est important pour toi. Et là, notamment la fiscalité, c'est le nerf de la guerre, que ce soit le business ou que ce soit l'étape d'après, la notion d'empire. Tu as besoin d'argent, tu as besoin de savoir où il va, tu as besoin de savoir pourquoi il part, même si c'est pour l'État. C'est pas parce que c'est pour l'État que tu n'as pas besoin de savoir et que tu dis bah non, c'est bon, c'est là-bas. Justement, tu as besoin de comprendre qu'est-ce qui fait que je le sors ici, qu'est-ce qui fait que là je le sors pas. Toutes ces informations, tu as besoin de les connaître et de comprendre un minimum le fonctionnement de tout ça pour justement savoir où tu as envie d'aller. Et c'est pas quelqu'un qui va te dire où tu veux aller. Parce que justement, être à la tête et être empire-minded, c'est justement savoir prendre ces décisions-là en ayant la vision en tête. Et toutes les personnes autour de toi n'auront pas cette vision-là. Et t'as beau, toi, je suis sûre que tu es le meilleur fiscaliste du monde. Peu importe, en fait, tu as besoin d'avoir cette décision qui est entre tes mains aussi. Et toi, tu es là pour me proposer des choses. C'est là pour m'ouvrir, en fait, un champ des possibles que moi, je connaissais pas, même si, voilà, tu t'intéresses, etc. Tu as besoin de me donner le champ des possibles. Mais vraiment, et je dis ça pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui ont déjà vraiment beaucoup d'argent, ça tourne, etc., et qui voient déjà beaucoup d'argent partir aux impôts, ne prenez pas la décision de simplicité de vous dire, bah, c'est bon, je m'expatrie et tout ira bien. C'est pas si simple. En vrai, soyez-en sûrs, j'ai malheureusement des personnes autour de moi qui ont voulu s'expatrier. En vrai, ça a été la croix et la bannière et ça a été très compliqué. Plus de paperasse qu'autre chose pour finalement pas grand-chose derrière. Mais en plus de ça, parfois, c'est pas la bonne décision sur le long terme. Parce que peut-être qu'en effet, demain, ils vont changer leur politique ou parce que, en fait, dans ton empire, c'était pas en lien avec la vision que tu as. C'était pas en lien avec le branding qui te plaît, la vie qui te plaît. Tu vois, je pense à des personnes qui parlent beaucoup de la Dolce Vita, etc. Si tu me vends la Dolce Vita et que tu pars à Dubaï,
bah, tu me vends plus Ça la marche pas Dolce trop. Vita, c'est plus la même chose. Donc attention à bien prendre en considération la totalité de l'empire, la totalité de ce que tu partages dans ton business, dans ton écosystème, parce que sinon, comme tu l'as dit, en fait, ça devient, je le fais juste par fiscalité, et du coup, ça déséquilibre tout le reste, je pense. Ouais, tout à fait. Je précise 2 points qui sont hyper Mm. importants. C'est que moi, je suis spécialisé dans la fiscalité pour les professionnels, donc sur le côté entreprise. Alors, Ouais. ça touche aussi sur le côté fiscalité personnelle, mais là où, par exemple, des métiers comme gestionnaire de patrimoine s'occupent plutôt de la fiscalité des particuliers, moi, je suis vraiment sur la fiscalité des entreprises. Et tu vois, tu disais tout à l'heure, oui, c'est pas parce qu'on fait beaucoup d'argent et qu'il y a beaucoup d'argent qui part dans les impôts. Ça, c'est vrai, mais en fait, c'est dès le début qu'il faut se poser ces questions-là. Et moi, à travers ce que je fais, il y a le côté, en effet, permettre aux personnes d'atteindre leurs objectifs, mais à travers notamment mon compte Insta, je communique pas mal sur le fait de vulgariser et de casser tout un tas d'idées reçues sur la fiscalité, notamment une où on se dit, mais en fait, je ne fais pas assez d'argent pour m'intéresser à ça. À partir du moment où ton entreprise elle fait au moins 40 000 euros de chiffre d'affaires à l'année, donc ce qui n'est pas entre guillemets, si énorme que ça, tout dépend, toi qui m'écoutes, où est-ce que tu en es, mais ça représente à peu près entre 3 000 et 4 000 euros de chiffre d'affaires par mois, tous les mois. Donc, a priori, c'est une entreprise qui commence déjà plutôt bien à tourner. C'est dès ce moment-là où c'est intéressant de s'intéresser à la fiscalité. Et c'est à partir de ce moment-là aussi qu'on peut commencer à faire de belles choses pour l'avenir et pour pouvoir construire quelque chose. Et peut-être qu'il y a des gens ici qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément vocation à créer des empires. On ne sait pas pourquoi ils sont là, mais on ne sait jamais. Même Ouais. si, moi, j'aime bien dire que l'ambition, c'est le fait de se donner les outils pour arriver là où on a envie Mm. d'arriver. Moi, dans mes clients, j'ai des personnes qui veulent créer des empires, donc plutôt ton audience, mais aussi des personnes qui me disent, moi, en fait, j'aimerais pouvoir me gagner 3 000, 4 000 euros par mois net dans ma poche, avoir mon entreprise qui tourne et puis après pouvoir avoir du temps pour voyager, être avec mes enfants, mon conjoint, ma conjointe, etc. En fait, la fiscalité, c'est un outil qui s'adapte toujours à la personne. C'est toujours du sur-mesure. La fiscalité, ça Ouais. peut jamais être, souvent on dit, c'est du sur-mesure, pas du prêt-à-porter. C'est toujours du sur-mesure parce que ce qu'on a envie de faire, c'est toujours très, très personnel en fait. Mais par contre, il faut s'en occuper dès le début et c'est beaucoup plus simple que ce que ça a l'air. L'autre point qui vient aussi avec le fait que j'ai envie de vulgariser tout ça, c'est que très Mm. souvent, il y a des types en costard-cravate qui rendent ça très très chiant, très très lourd. Et en fait, j'ai envie de casser, de dire non, en fait, les règles et la technique, c'est compliqué, mais c'est pas votre job, à part si vous êtes fiscaliste, de vous occuper de ça. Mais par contre, le comprendre et être capable de se dire, j'ai une entreprise, je prends des décisions et je suis capable de comprendre l'impact juridique et fiscal que ça va avoir. Ça, par contre, c'est vraiment accessible à tout le monde et c'est vraiment pas très compliqué. Et une fois qu'on a compris la logique, très souvent, ce qu'on me dit, c'est en fait, ça fait sens, c'est logique, et je comprends un petit peu les règles qu'il y a derrière. Donc Ouais. la fiscalité, c'est pas que pour les riches. Il ne faut pas attendre de faire des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois. 40 000 euros à l'année, ça suffit très largement. On peut commencer à faire de belles choses. Peu importe votre forme juridique aussi. Souvent, on me dit, Mm. ah, mais moi, je suis en micro-entreprise. Ça, c'est aucun critère en termes de fiscalité pour savoir ce qu'on peut faire des choses ou pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire en micro. Il y a des choses qu'on peut faire uniquement en micro-entreprise. Et parfois, alors c'est un peu plus rare, mais il y a des personnes qui viennent me voir qui me disent, je suis sous format associatif. Et derrière, on veut développer. Pareil, une Mm. association, c'est un modèle juridique et il y a plein d'optimisations qu'on peut faire derrière. On peut le transformer, on peut combiner. Le champ des possibles est très très large, mais peu importe le chiffre d'affaires, pour commencer à optimiser 40 000 euros avant, on peut, mais honnêtement, c'est pas très intéressant. Par contre, avant 40 000 euros, c'est intéressant de commencer un petit peu à se renseigner sur le vocabulaire, de se créer un petit peu un esprit pour dire, oui, en fait, j'entends beaucoup de choses, j'entends parler de Dubaï, de holding, de ultra riches. Là, il y a doucement, mais sûrement les prochaines présidentielles qui arrivent en France. Ça va être l'un des sujets de certaines couleurs politiques qui ont parlé de ça. Donc l'idée, c'est d'être capable aussi de se dire, en fait, je suis entrepreneur, je suis capable d'avoir un esprit critique vis-à-vis de ça, et surtout, si on me Mhm. donne une info, je suis tout de suite capable de me dire, est-ce que ça me concerne, est-ce que c'est vrai, si ça me met dans des émotions, je suis capable entre guillemets, de maîtriser ça ou pas de me laisser trop impacter, sur le Mhm. côté négatif, mais aussi sur le côté positif. Donc pour moi, la fiscalité, il y a vraiment tout ce côté-là. Quand on va remarquer que ça fait à peu près 20 minutes d'épisode et on n'a toujours pas parlé de chiffres et de maths. Et c'est le dernier point que je voulais dire, c'est que souvent en fiscalité, on me dit ah moi je suis nul en maths, ça me fait peur et tout ça. En fait, on fait très peu de chiffres ou de maths. Ah La oui. fiscalité, c'est vraiment des règles particulières. Et la fiscalité, c'est plus du droit que de la compta finalement. Ouais. Et d'ailleurs, dans ce que tu partages de s'intéresser, comprendre comment ça fonctionne, etc., il y a un côté un peu esprit critique. Et je sais que la femme empire-minded, elle a cet esprit critique. Et je pense que pour créer ton empire, tu as besoin d'avoir cet esprit critique et de pas, tu sais, suivre la prochaine tendance, le prochain truc qui est à la mode. Parce que justement, c'est comme ça que tu crées quelque chose de temporaire, tu vois, qui va pas durer. C'est d'avoir cet esprit critique, de regarder, de dire, ah ben là, il y a des choses qui m'intéressent. Puis peut-être que Dubaï, il y a des choses qui intéressent sur d'autres parties que purement la fiscalité. Il y a plein de choses qui peuvent être intéressantes.
Il y a plein de choses qui peuvent te déplaire complètement et faire que c'est pas du tout l'endroit que tu veux. Enfin, comme tout, en fait, on a besoin de se re-questionner sur soi. Et je pense que ça permet de revenir aussi à la notion d'identité, qui est le cœur du podcast, de se dire que dans ton identité, si tu te fermes les yeux et que tu dis je veux pas du tout la fiscalité, je veux pas en parler, laisse tomber. Et puis quand, en effet, comme tu le dis, hein, quand je gagnerais 1 million, je me questionnerais sur la fiscalité. En fait, tu perds plusieurs choses. Je pense que premièrement, tu perds la possibilité d'optimiser plus tôt. Donc ça veut dire que tu perds de l'argent, tu perds du temps, tu perds de l'énergie aussi, d'avoir pu optimiser plus tôt. Mais tu perds aussi cet esprit critique d'apprendre. Parce que plus tu optimises et tu essaies d'optimiser rapidement, ça veut peut-être pas dire que oui, dès que tu as fait tes premiers 200 euros, tu vas appeler Julien. N'appelez pas Julien quand vous avez fait 200 euros, mais en tout cas, quand tu commences à avoir fait une belle année, bah bam, c'est le moment en fait. Et tu n'as pas besoin d'attendre. Surtout que là, je parle avec des personnes qui sont à différents moments de leur empire. Donc, quand tu es au début de ton empire, que tu as cette vision forte, mais bah, que tu as dû apprendre des choses, que tu as dû mettre en place certaines choses, que tu as peut-être aussi beaucoup mis de charge dans ton entreprise, j'en sais rien, mais dans ces moments-là, ça peut être intéressant justement de se questionner sur l'optimisation. Pourquoi? Bah, peut-être pas parce que là, tu vas gagner 4 millions, puisque du coup, tu les as même pas fait, les 4 millions, tu vois. Mais par contre, parce que quand tu vas petit à petit faire grandir ton business et le faire devenir un empire, parce qu'en fait, c'est ça un empire, hein, c'est un business qui grossit et qui commence à prendre plus d'ampleur, avoir un impact bien plus important, plus tu vas avancer, plus tu vas avoir en tête cet esprit critique de te dire, ah mais là, je me souviens quand on avait optimisé tel truc, donc je vais aller appeler Julien, je vais lui dire attends, là il y a un petit truc qu'on est en train de faire, là je suis en train de mettre en place tel autre projet, ça va modifier mon chiffre d'affaires, là je suis en train de mettre en place quelque chose où il y a beaucoup de charges peut-être, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'intéressant à questionner? Et en fait c'est tout cet esprit critique, ce questionnement sur ton business et sur cette vision, parce que être empire-minded, c'est ça, hein, c'est avoir une grande vision et te dire j'ai envie de faire énormément de choses impactantes. Ça ne veut pas dire de passer 12 heures de ta journée devant un ordinateur et de faire que bosser. Bien au contraire, parfois justement la création de l'empire, c'est savoir moduler son temps pour que ça dure sur la durée. Parce que je peux t'assurer que si tu bosses 12 heures par jour, tu ne tiendras pas 3 ans. Mais c'est d'avoir cette vision d'ensemble. Et c'est ça que j'ai envie que les gens comprennent. Et c'est aussi pour ça, n'hésitez pas à aller sur son compte Instagram. Moi, j'adore tes contenus. Il y a différents types de contenus en plus. Il y en a où tu mets aussi des fausses informations. C'est pas pertinent d'en parler là parce que ça ne nous apportera pas beaucoup de valeur, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disent des choses fausses sur les réseaux, ou en tout cas sorties d'un contexte, qui permettent parfois d'entourlouper. Donc tu mets ça en avant. Tu parles aussi tu donnes des conseils directement. Bref, il y a plein de choses hyper intéressantes dans ton contenu Instagram. Donc si vous avez un business qui à peu près 40 000 euros de chiffre d'affaires ou plus, n'hésitez pas à le contacter et n'hésitez pas à le suivre déjà tout simplement sans avoir besoin de le contacter, simplement suivre parce que c'est des contenus hyper, hyper pertinents. J'ai envie qu'on parle de rémunération. Ok, allez-y, parlons de rémunération. J'ai envie qu'on parle de rémunération parce que quand on parle d'empire, je sais qu'il y a un peu ce mix-max entre je suis la leader de mon empire et j'ai une rémunération qui est souvent différente de l'empire que je suis en train de créer. C'est-à-dire qu'il y a soit la nana qui regarde pas ses chiffres et qui du coup se rémunère beaucoup trop par rapport à ce qu'elle en est, mais aussi parce que je pense elle n'est pas au courant de tout ce qu'il est possible de faire, ou aussi parfois parce qu'on lui a recommandé un type d'entreprise par exemple, ou une structure qui fait aussi partie de la fiscalité, tu m'arrêtes si je me trompe, mais il y a plusieurs éléments qui font que sa rémunération n'est pas à la hauteur de ce qu'elle est en train de créer. Il y a l'autre point, celle qui a un empire qui veut tellement que son empire soit incroyable qu'elle ne se rémunère pas, entre guillemets, par choix. Parce que du coup, elle se dit, je veux tout mettre dans la boîte, etc. Et donc, il y a un peu ce manque de frontières entre les deux, sachant que l'argent de ton entreprise n'est pas ta rémunération propre. Hein, c'est bien deux choses différentes et parfois c'est un peu le flou parce que c'est tellement intense et je le comprends parce que je suis moi-même empire-minded, donc je comprends que la vision qu'on a elle est tellement forte, elle est tellement, tu vois, c'est tellement le feu qu'on a à l'intérieur que ça devient quasiment une seule chose, mais ça reste deux entités normalement. Tu as une identité empire-minded qui veut lancer son empire et tu as l'empire à proprement parler à côté, qui est le business et qui est en lien avec tout l'argent qui rentre, tout l'argent qui sort, etc. Quels seraient les premiers points que tu regardes, on va dire, quand tu parles rémunération avec quelqu'un qui fait quand même beaucoup de chiffres? Pour moi, il y a toujours trois prismes à regarder. Le premier, c'est la rémunération dans le sens premier qu'on entend, c'est-à-dire combien d'argent tombe sur mon compte bancaire. Et souvent, il y a une question que je pose, c'est tu voudrais gagner combien par mois dans un monde idéal?
la personne me donne une somme, et après je lui dis, maintenant que tu m'as donné cette somme, tu vas devoir me justifier pourquoi tu me dis, par exemple, 5 000, 6 000, 10 000 euros par mois, et je veux que tu me justifies, mais pas au doigt mouillé. Comme ça, si tu me dis que tu as 1 000 euros de courses, ok, mais montre-moi, fais un panier sur un site et montre-moi vraiment que tu as 1 000 Ouais. euros de courses pour de vrai. Très souvent, en fait, il y a le côté de je donne des chiffres, mais en fait, finalement, ils ne sont pas si réfléchis que ça. Je ne sais pas vraiment de quoi j'ai besoin Mm. dans ma vie. Et très souvent aussi, tu as le côté, c'est un peu comme quand on me pose la question, si tu gagnes au loto, tu ferais quoi? Il y a toujours le côté euphorique de j'en donne à des proches, je fais la fête, j'achète des trucs pour me faire plaisir, etc. Une fois que tout ça est passé, il reste de l'argent, du loto, et ça, t'en fais quoi concrètement? Donc Grave. moi, il y a ma première question qui pose toujours sur ça. Le deuxième point ensuite, c'est est-ce que tu as besoin, admettons, de 5 000 euros qui tombent sur ton compte, ou est-ce que tu as besoin de 5 000 euros de pouvoir d'achat? Et ça, souvent, c'est le premier truc qui fait un petit peu Waouh. vriller les cerveaux, parce qu'on se dit, mais c'est quoi la différence? En fait, 5 000 euros de pouvoir d'achat, ça veut dire que par mois, tu peux consommer, utiliser 5 000 euros pour tous tes besoins. Alors, j'inclus aussi les loisirs et tout ça Mhm. dans les besoins. Mais 5 000 euros de pouvoir d'achat, c'est pas forcément 5 000 euros de rémunération que tu vas toucher. Parce que quand tu es entrepreneur, il y a certains frais qui peuvent passer sur ta société. Il y a des frais qui vont être dits mixtes, par exemple. Bien sûr. Et donc, du coup, parfois, l'idée, c'est de se dire, avec ma société, je vais prendre en compte certains éléments. Je donne un exemple, mais si parmi les gens qui nous écoutent, il y a des personnes qui font appel à des aides au ménage pour faire le ménage du coup chez soi, des nounous, des jardiniers, des coachs sportifs, qui font livrer des courses chez soi ou qui passent dans certaines formes de drive, tout ça, ça peut être pris en charge par l'entreprise. Et donc, du coup, s'il y a, je dis n'importe quoi, mais 400 euros par mois de nounou, c'est l'entreprise qui le prend en charge. Et donc, du coup, peut-être que sur la base des 5 000, on peut redescendre à 4 600 de salaire qui tombent tous les mois. En termes Mm. de pouvoir d'achat, on est resté à 5 000. En faisant ça, l'avantage, c'est que l'argent qui est utilisé dans l'entreprise pour payer la nounou, c'est l'argent qui n'est pas fiscalisé et qui n'a pas de cotisation sociale du coup dessus non plus. Évidemment, je schématise et je simplifie les traits de manière basique, mais c'est pour qu'on comprenne vraiment la différence entre rémunération qui tombe dans le compte bancaire et la logique de pouvoir d'achat. Et là, cette notion-là, elle est hyper, hyper, hyper importante parce que euh, je pense que tu ne peux pas le voir personnellement. Tu as besoin d'avoir quelqu'un qui valide ce genre de choses. Je sais pas, c'est le comptable qui peut le faire ou en tout cas, questionne-toi sur toutes tes charges personnelles, lesquelles sont finalement aussi, voire même, je parle par exemple de mon téléphone. Tu vois? Ouais. Au début, mon téléphone, je ne mettais pas sur mes charges parce que je me disais, bah non, mais c'est quand même mon téléphone perso en fait. Sauf qu'en fait, quand tu regardes mon téléphone et ce que j'en fais, c'est 80% pour le taf. Le reste, c'est vraiment basique au basique. Envoyer, viens, on va faire les courses Ouais. ou bonne année là, tu vois. Et encore, franchement, je pense que les bonnes années, ça a été le plus long, tu vois. Donc, je me serais jamais dit, mets ton téléphone en mode charge pro si j'avais pas fait cette réflexion de quelles sont mes charges, qu'est-ce qui permet à mon entreprise de tourner. Sur mon téléphone, je close pas les MAF, hein. Je peux pas avoir de Ouais. nana. Parce que je les appelle, parce que justement, je fais du cold calling pour ces nanas pour leur dire hello, j'ai vu que tu étais inscrite à ma masterclass, parce que je fais des tests d'email et donc des fois, je regarde justement sur mon mobile. Enfin, en fait, tu utilises énormément de choses pour ton entreprise sans t'en rendre compte. Donc là, c'est un très bon point, hyper intéressant. Et je pense sur la notion de rémunération, quand tu es tête baissée, que voilà, tu arrives à peut-être 10 000, 15 000, 30 000 de chiffre d'affaires, parfois tu penses même plus à tes charges en fait. Tu n'es même Ouais, plus en c'est train de te ça. questionner sur tes charges, là, tu es là, genre, croissance, croissance, croissance. Eh bien, sache que parfois, tu as aussi d'autres leviers que tu regardes même pas parce que tu es trop focus sur ta croissance. Donc, en effet, tu as raison, il y a le côté, les charges, moi j'appelle les charges qui sont vraiment des charges comptables, par exemple l'ordinateur, le téléphone, a priori, tu n'achètes pas un téléphone tous les mois ou même tous les ans, tu Non, vois. ouais. Par contre, la nounou, typiquement, a priori, elle est là tous les mois et Et oui. pour au moins quelques années. Pareil pour les vacances, dans certaines conditions, sous certaines formes, ton entreprise peut te payer une partie de tes vacances. Donc ça Ok. peut être aussi intéressant. Et le troisième point, qui demande un peu d'avoir roulé sa bosse dans l'entrepreneuriat pour commencer à voir les choses, mais c'est de se dire, en fait, vu que ton entreprise peut prendre en charge certaines choses, la logique derrière qu'il y a au niveau fiscal, parce que souvent on dit, ah, mais attends, mais le comptable ou l'expert comptable, il peut s'occuper de ma fiscalité. Alors je vais me faire un peu l'avocat du diable, parce que les pauvres experts comptables, souvent on leur reproche beaucoup de choses. Tout est dans leur nom de métier, c'est des experts de la comptabilité, Mhm. c'est pas des experts sur le côté fiscal ou gestion de patrimoine. Ils ont des bases, Non. évidemment. Après, si ton expert comptable, toi qui m'écoutes, s'est formé là-dessus, il saura te répondre. Mais de base, c'est des métiers qui sont assez, on dirait, ils sont cousins, mais ils sont pas de la même fratrie de manière hyper Ouais. précise. C'est un peu comme un médecin généraliste. En fait, il connaît plein de choses, mais par contre, par rapport à un kiné,
en tout ce qui est biomécanique, etc., il y connaît rien. Mais c'est normal, c'est des métiers qui ont un tronc commun, mais après, ils se sont spécialisés dans des choses très différentes. Mhm. Le troisième point, c'est de se dire comment est-ce que je fais en sorte que mon lifestyle, ma vie, soit en parfaite harmonie avec ma vie professionnelle. Je te donne un exemple. Moi, j'habite à Lille. Admettons que tous les ans, au mois de septembre, il y a la braderie de Lille qui est un truc incroyable. Tu as envie de le faire et tu te dis, ah, mais j'aimerais bien le faire passer sur mes frais d'entreprise. Je voudrais que ce soit mon entreprise qui le paye. Là, du coup, il va falloir réfléchir en se disant, si je vais à Lille pour la braderie et que je me fais contrôler, on va me dire, mais pourquoi vous êtes allé à la braderie? C'est quoi le rapport avec votre entreprise? Là, c'est mort, ça passe pas. Il y a une impossibilité de justifier. La bonne logique à avoir, c'est de se dire, je fais des choses pour une raison économique, donc pour gagner de l'argent, et derrière, ça a un impact fiscal. Donc, si je vais à Lille, il faut que je trouve une raison de monter à Lille. Mais ça peut être justement, on va tourner l'épisode 2 avec Julien en podcast en direct. Et cette fois-ci, c'est pour des raisons professionnelles que j'y vais. Donc, mon billet de train, mon logement et tout ça, ça peut être pris en charge. Et puis après, ça tombe bien, le hasard fait bien les choses. Et j'y vais au moment de la braderie de Lille. Du coup, j'en profite pour profiter des festivités, etc., etc. Ça, c'est un exemple tout bête et tout bateau, mais en fait, l'idée, c'est toujours d'avoir cette logique-là, de se dire, j'oriente ma vie personnelle pour que ma vie professionnelle soit au service de ma vie personnelle et que du coup, les deux viennent s'imbriquer, qu'il y ait une forme de logique qui se fasse là-dedans. Un exemple de personnes qui le font très très bien, c'est les influenceurs, mais qui créent vraiment de la valeur sur les réseaux sociaux. Je pense notamment aux youtubeurs. Je ne sais pas si ça va forcément parler à ta communauté, mais Lena Situation, elle est très forte sur ça parce qu'elle fait beaucoup de vlogs, elle est connue pour faire des vlogs, et donc du coup, à chaque fois qu'elle bouge, qu'elle voyage, qu'elle fait des événements, etc., de un, elle est payée pour faire ces événements-là, et de deux, le fait de se déplacer, c'est aux frais de sa boîte, parce qu'elle y va d'abord pour des raisons professionnelles. Évidemment, quand elle va au Festival de Cannes, elle doit profiter, etc., évidemment, mais derrière, il y a le côté de j'y vais pour des raisons professionnelles, et j'en profite derrière à titre personnel. Donc, le troisième point, et ça met toujours du temps en fait à s'en prendre, à prendre connaissance, parce que le dire comme ça, ceux qui nous écoutent ne sont pas stupides, mais en fait, entre le comprendre et avoir le réflexe dans sa vie de se dire j'adapte du coup toujours tout par rapport à ça, c'est quelque chose qui vient avec le temps au fur et à mesure. Donc ça, on va dire, c'est le point, il faut le travailler dès le début et au fur et à mesure que le temps avance, ça va devenir un réflexe. Le deuxième point, c'est de se dire, en fait, je réfléchis plutôt en logique de pouvoir d'achat, de quoi j'ai besoin concrètement, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être payées par ma boîte. Et le dernier point, qui est le premier que j'ai présenté, c'est concrètement de quoi j'ai besoin en termes de rémunération. De manière idéale. Et pour pouvoir vivre, pour de vrai, quoi. Si je me dis, ouais, je me fais des hôtels 10 étoiles toutes les semaines, ok, mais est-ce que dans la vraie vie véritable, tu en as vraiment C'est besoin? Est-ce que tu vas vraiment pas ce en que faire tu veux en plus. C'est Ouais, ça, grave. est-ce que c'est pas juste le côté plaisir, kiff, etc. Peut-être, ou peut-être pas, mais dans ce cas-là, du coup, après, il y a des choses qui sont adaptées. Et le tout dernier point, mais qui n'est pas forcément lié à la rémunération, c'est que quand tu te rémunères sous forme de salaire classique en France, tu vas payer des cotisations sociales dessus et de l'impôt. Ouais. Pour les cotisations sociales, il y aura une autre question qu'il faudra se poser, c'est à quel point tu as envie de cotiser pour ta santé, ta protection de santé, et à quel point tu as envie de cotiser pour ta propre retraite. Et là, c'est hyper personnel. Déjà, ça dépend beaucoup de son parcours de vie pro, de son parcours de vie perso et de ses convictions philosophiques, j'ai envie de dire, politiques. Donc en fait, déjà, tous ces critères-là, quand on les prend et qu'on les mélange, on se rend compte que chaque personne se retrouve avec des montages, des choix qui sont très différents. Et c'est surtout quelque chose qui est hyper important aussi à comprendre, c'est que ce choix qu'on fait aujourd'hui a le droit de changer dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 10 ans. Et un choix qui ne change pas dans le temps, généralement, il y a un souci. En fait, un choix, il est toujours évolutif. On ne fait pas un choix pour maintenant, on fait un choix pour maintenant et sur les 3 ans. Et c'est plutôt des plans d'action qu'on a plutôt que vraiment une décision gravée dans le marbre à partir Ouais. d'un instant T. Complètement, et ça continue d'évoluer. Encore plus quand tu as cette notion d'empire, parce qu'en fait, les choses évoluent, tu as une vision claire, mais le comment tu vas le faire va évoluer. Donc en fait, les choix que tu vas mettre en place vont Ouais. être beaucoup plus être voués à évoluer et à changer. Tu comparais tout à l'heure les personnes qui veulent juste voilà, gagner un petit salaire sympathique, être bien, pouvoir profiter de la vie à côté, mais sans penser à un impact très fort, sans avoir une vision très large. En effet, c'est deux personnes complètement différentes parce qu'en fait, tu peux tourner pendant 10 ans en faisant toujours la même chose sur ton business. Et techniquement, oui, tu vas avoir quelques petites difficultés. Tu vas peut-être de temps en temps perdre un client qui va être plutôt important ou moyen dans ta base de clients, mais tu vas pas avoir des grands changements. Alors que quand tu as cette notion d'empire, tu vas avoir des grands changements. Il faut que tu sois prête à justement savoir que tes décisions que tu as prises, il y a peut-être même des fois que 3 semaines, ça va faire des changements complets dans ton business parce que tu te rends compte qu'il y a telle partie qui n'est pas alignée, tu te rends compte qu'il y a telle partie qui finalement n'est pas si rentable quand tu reprends tout en place. En fait, il y a plein de choses qui vont faire que
l'évolution de ton empire va être freinée et donc tu vas devoir faire un choix qui va être différent. Donc les choses vont changer, la vision est toujours la même et ce que tu as envie d'apporter est toujours la même, mais la manière dont tu vas y aller sera complètement différente. C'est surtout qu'un empire, ça évolue dans le temps. C'est-à-dire qu'à mesure que tu avances, il n'y a pas que toi qui avance, le monde évolue tout autour de toi. Donc du coup, tu te réajustes en permanence et c'est ça qui est Ouais. bien en fait, hein. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est le principe de vivre, quoi. Tu Oui, vis ta vie et en fait, au quotidien, il se passe tout un tas de choses et donc du coup, tu te réadaptes. Donc quand c'est tu crées ça, un c'est le empire, fait d'être vivant. c'est ça, exactement. Quand tu crées un empire, du coup, tu es dans cette logique-là. Et la fiscalité, en fait, c'est un outil qui permet de faire ça. Et ce que j'aime bien dire, c'est que la fiscalité, en fait, c'est une des casquettes quand tu es chef d'entreprise. Ta casquette principale, c'est celle de ton métier. Si je prends mon exemple, c'est le fait d'être fiscaliste, d'être bon dans ce que je fais. Si je reprends mon exemple de, par exemple, je sais pas, un coach sportif, c'est d'être doué, ou un kiné, c'est d'être doué dans son domaine. Après, tu as la casquette communication, donc c'est le fait de se faire connaître, soit sur les réseaux sociaux, mais aussi de se faire reconnaître auprès de partenaires, rester en contact avec sa clientèle, etc. Ça, c'est deux casquettes. Généralement, il n'y a pas trop de soucis. Mais après, il y a une casquette qui est la casquette de gestionnaire. Ça ne veut pas dire devenir comptable, ça ne veut pas dire devenir directeur administratif et financier et gérer des Excel à ne plus en finir. Mais c'est être capable de se dire, comme quand on conduit, on a un tableau de bord avec plein d'indicateurs. Ils sont tous utiles parce qu'on s'en sert, mais on va pas se mentir, il y a des aiguilles parfois. On s'en fout un peu, tu vois. Typiquement, les tours moteurs pour savoir quand tu changes de vitesse. Moi, je connais personne qui le regarde. Tout le monde change de vitesse au bruit que fait le moteur quand tu roules. Grave. Et c'est très bien. Mais en fait, la fiscalité, c'est cette dernière casquette, c'est être capable de dire j'ai des tableaux de bord, j'ai mis des indicateurs qui sont pour moi importants. Et en fait, parfois, l'indicateur, c'est pas l'aiguille, mais c'est le bruit qui fait le moteur. Et en fait, la Hmm. fiscalité, c'est ça, c'est un outil au service de l'empire. Et vu que l'empire évolue, les outils doivent évoluer avec. Et un outil qui évolue pas, c'est un outil qui est mort et qui sert plus à rien. Dans ce cas, il faut couper le cordon et s'en débarrasser. Sauf que la fiscalité, couper le cordon et s'en débarrasser, c'est pas trop une bonne idée. Donc, autant en faire un allié de taille dans son Ouais, empire. exactement. Et évoluer, ça veut aussi dire garder cet esprit critique. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as vu un fiscaliste au tout début, quand tu faisais 100 000, que là, quand tu fais 3, 4, 500 000 par an, ou même par mois, tu fais 400 000 par mois et tu l'as vu quand tu faisais 100 000 par an, bah, il est peut-être temps de revoir un fiscaliste et de remettre un petit peu à jour, de savoir où est-ce que tu en es. Parce que justement, les différents paliers que tu vas avoir vont aussi avoir différentes opportunités. Et je pense que en vrai, il y a un truc très excitant quand tu crées un empire, c'est aussi de passer ces paliers-là. Plus tu passes des paliers, plus tu as, oui, des nouveaux problèmes, des nouvelles croissances, des nouvelles choses qui sont plus faciles, plus fluides, mais tu as aussi toute une euh, excitation de passer ces paliers-là, juste parce que en vrai, on a tous un besoin d'achievement, d'accomplissement dans notre vie, et qui du coup, là, avec l'Empire, est très souvent vachement alimenté. Ok, donc oui, il y a des problèmes très grands, parce qu'il y a la posture de l'Empire qui est très grand, et donc bien évidemment, quand tu as un problème, c'est pas un tout petit problème, mais il y a aussi l'inverse. Il y a aussi toute la partie de l'impact que tu as, l'accomplissement aussi que tu as quand tu passes ces paliers-là. Et bien à chaque palier, tu dois aussi avoir l'esprit critique de te dire, ok, là j'ai passé peut-être 3 paliers. Est-ce que j'ai vraiment fait le point? On en a parlé, rien que les tout premiers paliers, c'est rien que se poser la question sur ses charges. Ok, là j'ai mis toutes ces points-là, où est-ce que j'en suis sur mes charges? Et puis après, comme tu le dis, à chaque palier, il y a de nouvelles questions. Ton pouvoir d'achat va changer, va évoluer par rapport à ça. Puis si tu t'expatries, pareil, ça va faire évoluer des choses. Et puis il y a des paliers personnels aussi que tu vis. Ton empire, il est aussi impacté par tes paliers personnels. J'accompagne des femmes qui deviennent mamans. Et du coup, leur empire a une autre manière de fonctionner. Et ben, tous ces trucs-là doivent évoluer. Et quand tu parlais aussi tout à l'heure de aider la possibilité de mettre dans la rémunération, pardon, de pouvoir avoir certaines choses qui sont payées sur la société, pareil, quand tu es tout seul, versus quand tu as une famille. Tu vois, il y a d'autres choses qui vont évoluer et qui vont faire que c'est plus la même chose. Et donc, tu vas avoir besoin de personnes autour de toi. Ouais. Et je te raconte une petite anecdote. J'ai eu 30 ans au mois de mai dernier et j'ai un ami à moi qui a 5 ans de moins que moi et on est né quasiment le même jour. Ok. Et c'est quelqu'un qui a la phobie des aiguilles et je sais pas si tu le sais, là, à 25 ans, tu es censé te faire ton check-up de vaccin. Ah Et oui. donc du coup, il a la phobie des aiguilles, il me dit, oh, j'ai 25 ans, je dois faire mon check-up de vaccin, etc. Et du coup, en parlant, il voit que je comprends pas de quoi il me parle. Il dit, mais Julien, tu sais que tu dois te faire vérifier, tu as des rappels de vaccins à faire. Donc moi, je lui dis, ah ben non, j'en sais rien. Et du coup, il me dit, si, si. Du coup, j'en parle autour de moi. Évidemment, tout le monde se fout de ma gueule en disant, c'est qui ce gars qui a 30 ans et qui est plus à jour dans ses vaccins. Du coup, je prends rendez-vous chez un médecin pour ça. Et du coup, je viens avec mon carnet de santé parce que je me dis, si je passe à côté de ça, je suis sûrement passé à côté de plein de choses. Bon, du coup, le médecin, évidemment, se fout de ma gueule. Et puis, il me dit, bon, on va faire ça. On regarde tout un tas de critères. Il me dit, mais c'est quand la dernière fois que vous êtes allé chez le médecin? Et du coup, je réfléchis. Je me dis, bah, il y a une fois où j'ai eu une grippe un peu énervée. C'était vers 19, 20 ans. Et en fait, ça faisait quasiment 10 ans que je n'étais pas allé chez le médecin.
Et donc, du coup, il me dit, ah oui. Et donc, du coup, quand je veux mettre ma carte vitale, il me dit, ah oui, votre carte vitale, elle marche plus, en fait. Enfin, il faut la remettre à jour dans une pharmacie ou quoi. Donc, je vais dans une pharmacie, évidemment, ils se foutent de ma gueule aussi. Et ils me disent, ah oui, ça fait 10 ans que vous n'êtes pas servi de votre carte vitale. Et du coup, après, ce médecin m'a dit, le mieux, c'est de faire au moins une fois par an un check-up chez le médecin pour s'assurer que tout soit bon, une prise de sang, etc. Et en Mhm. fait, il vaut mieux le faire une fois par an et qu'on dise, OK, tout va bien, continuer de vivre, plutôt qu'être comme moi. Alors, moi, entre guillemets, j'ai eu de la chance. Bon, à 30 ans, c'est pas là où tu contractes forcément le plus de problèmes au niveau de la Ouais, santé. Mais pendant 10 ans, tu vois, je m'en suis pas occupé, en bonne partie par mes connaissances, tu vois. Mais là, du coup, je sais que tous les ans, je vais revenir chez le c'est médecin pour ça. faire un petit check-up. Et quand j'avais parlé de ça à plein d'amis, on m'a dit, mais oui, mais tout le monde fait ça, pourquoi tu fais pas ça? Donc, je dis ça pour deux raisons. Déjà, toi qui nous écoutes, si tu fais pas de check-up annuel chez le médecin, c'est le bon moment de se dire, c'est vrai, ils ont raison, les deux, peut-être le faire. Et en fait, le fiscaliste aussi, c'est ça, c'est parfois de dire, Ouais. voilà où j'en suis, voilà ce qui se passe. Et le fiscaliste va dire, OK, tout est bien, il n'y a pas besoin de changer, tout roule, let's go. C'est parti, on se revoit dans un an ou plus tard, quand il y a des Ouais. choses qui se passeront. Mais c'est aussi ce point-là de se dire, parfois ça fait du bien de faire un Ouais. point juste pour nous dire, mais tout est OK, let's go, roule. Et ça permet de se dire, OK, c'est bon, je suis sur la bonne voie, je peux continuer et développer ce que je fais. Complètement. Et ça donne l'opportunité de voir aussi les optimisations possibles, les ouvertures, les évolutions que tu as pu avoir sur l'année. C'est une belle métaphore. Dernière question, qu'est-ce qu'une femme empower-minded ne peut pas se permettre de tolérer? Ah, c'est une bonne question. Pour moi, ce qu'elle ne peut pas se permettre de tolérer, c'est de laisser, sur le côté fiscal, les autres choisir pour soi. Un adage que je dis souvent, c'est que quand Oh, on s'intéresse à la fiscalité, on prend des choix pour ce qu'on veut faire et pour soi. Si on décide de ne pas les faire, c'est les autres, et en particulier, du coup, plutôt l'État, l'administration fiscale, qui vont faire les choix pour soi. Pour moi, quand on décide d'être indépendant, on décide d'être indépendant de tout le système, c'est-à-dire qu'on ne veut plus compter que sur les autres, on veut trouver sa propre dépendance à soi-même, c'est-à-dire qu'on veut aussi se responsabiliser. Ça fait quasiment 10 ans que je dis à tout le monde, quand tu choisis la voie de l'entrepreneuriat, tu choisis d'être responsable de tout ce qui t'arrive. Alors, pas dans le sens développement personnel, on te dit, tu es responsable de tout ça, mais dans le sens où aussi, mais pas que. voilà, aussi, mais pas que. Mais souvent, on entend aussi, mais oui, mais s'il m'arrive des trucs horribles dans ma vie, j'en suis pas responsable. C'est pour ça que je dis, c'est Mm. responsable dans le côté business de ce que tu peux vraiment maîtriser. Si, je sais Ouais. pas, un camion, tu as un magasin et un camion qui rentre dans ton magasin, bon, on va te dire, mais tu es responsable d'avoir mis ton magasin ici. Oui, bon, un peu d'un faut arrêter de se foutre de la gueule des gens, tu vois. Le camion, il est Ouais, rentré non, dedans, pas il est tout à rentré fait. dedans. Alors, quand on est entrepreneur, on joue avec la chance, on joue aussi avec la Ouais. malchance. Mais en tout Ouais. cas, sur tous les éléments qu'on peut contrôler, on décide d'être responsable de ça. Et pour moi, quand tu décides de créer un empire, tu décides aussi d'être responsable de ta fiscalité, de faire tes choix pour toi en fonction de ce que tu veux. Si tu décides de ne pas le faire, c'est-à-dire que tu laisses l'administration choisir, et l'administration, elle, choisit ce qui est intéressant pour elle. Et juste pour la petite anecdote de conclusion, moi j'ai des amis qui ont fait les mêmes études que moi, qui travaillent dans le domaine public, notamment un ami à moi qui travaille à la mairie de Bordeaux. Sa mission, c'est de savoir comment est-ce qu'il peut récolter au mieux l'impôt dans la collectivité. Donc là où il y a des fiscalistes qui s'occupent d'optimiser la fiscalité pour les professionnels, les particuliers, il y a des fiscalistes qui s'occupent d'optimiser la fiscalité du côté public aussi. C'est Bien quelque chose sûr. qui n'est pas trop connu, mais c'est pour ça que je dis, on ne peut pas se permettre de dire la fiscalité, je fais l'impasse dessus, parce qu'en faisant ça, on redonne un des pouvoirs de son empire au service public. La plupart du temps, les gens me disent, j'ai pas envie, mais si jamais tu as envie, tu t'en occupes pas de la fiscalité, mais si tu as vraiment envie de maîtriser à 100% de ton empire, tu peux pas te permettre de, si je reprends la même métaphore des casquettes, de Ouais. dire, il y a une des casquettes, je laisse l'État gérer pour moi, mon empire, sachant que je crois qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont d'accord pour dire que l'État gère bien sa propre thune, donc C'est pourquoi est-ce qu'il finance. gérait l'empire des autres? Nous sommes le 6 janvier 2026. Oh là, j'ai failli faire le loupé de l'année dernière. Nous sommes le 6 janvier 2026 et merci infiniment, Julien Pisca. La bise, je remets À bise. la petite fin, la conclusion que tu mets à chacun de tes réels. C'était un plaisir d'échanger avec toi. J'aurais pu continuer de parler pendant des heures. C'est Pépite. Allez sur son Instagram. Regardez un petit peu ses contenus, prenez un appel. Je crois on peut prendre un appel avec toi si on a des questions sur la fiscalité et potentiellement pour travailler avec toi. Ouais, c'est ça. Le premier appel, Parfait. on fait le point. C'est un peu comme le check-up annuel du médecin. Si je peux pas t'aider, que je te dis tout roule, tout va bien, let's go. Si je vois que je peux t'aider, du coup, après, on en parle On en peut fonction. Et comme creuser. je disais, la fiscalité, c'est toujours du sur-mesure. Donc, ça sera toujours adapté à là où tu en es. Il n'y a pas de copier-coller, ça marche pas. Non, exact. Merci infiniment. C'était un plaisir. Prends bien soin de toi et à très Pareillement, bientôt. plaisir partagé. À très bientôt. Bye.